Monsieur le Président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, cher Tony Estanguet, dans quelques mois, toute la France sera unie pour faire des Jeux olympiques de Paris 2024 une réussite. Et je ne doute pas que cet événement suscitera une intense ferveur populaire à l'image de votre venue ce jour, cher Tony. Je passe maintenant la parole à David Sandona, qui a très aimablement accepté d'animer cette matinée. Merci à vous. Tony, vous êtes rendu compte que vous êtes arrivé ici au sein de l'université à Besançon, dans le département du Doubs, dans une terre d'amateurs de sport et de champions. Quel plaisir, quel accueil, bravo, merci, ça fait du bien. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, voilà, dans un lieu de sport, et c'est important, le symbole y est également, et je crois qu'on est effectivement très fiers de cette aventure collective, vous l'avez compris. Le sport a changé ma vie, les Jeux Olympiques ont changé ma vie, et aujourd'hui le rêve continue, la mission continue, et ça me fait vraiment plaisir de partager un petit peu de temps avec vous ce matin pour effectivement partager à la fois mon histoire, les enseignements autour du sport et surtout le projet qui nous anime tous là maintenant, qui arrive très très rapidement l'année prochaine autour de ces Jeux du centenaire, 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux Olympiques dans notre pays. Eh bien, ça arrive très vite. Alors, on va parler tout au long de la matinée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez la parole tout à l'heure. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Tony Estanguet. Pas de langue de bois, vous le savez, Tony répond toujours franchement. Et je suis persuadé que vous avez des questions incroyables à poser sur les Jeux. Tony, vous êtes là aussi parce que nous sommes en pleine semaine olympique. Avec, on l'a vu, des étudiants qui pratiquent l'athlétisme à l'extérieur. On aura du hockey sur gazon, de la savate boxe française, du goalball avec Gwendoline qui a fait le show tout à l'heure. Gwendoline, vous l'aviez déjà rencontrée à Paris au mois de novembre dernier. Et la question est l'inclusion. La semaine olympique veut mettre l'accent sur l'inclusion. Et je sais qu'en tant que sportif valide, c'est aussi quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, c'est vrai. Peut-être deux mots quand même sur cette semaine olympique et paralympique. C'est un événement qu'on a créé il y a 7 ans. On était à ce moment-là encore que des candidats pour gagner l'obtention des Jeux dans notre pays. L'objectif, il est clair. Quand on parle de Jeux olympiques, on parle de sport. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que le sport ne gagne pas forcément du terrain. L'Organisation mondiale de la santé nous alerte régulièrement sur le fait que les jeunes Français, les élèves, les adolescents, vous, pratiquent pas suffisamment d'activités physiques et sportives et que leur santé est en danger. Parce que la sédentarité gagne du terrain et que 80% encore une fois de cette tranche d'âge ne pratiquent pas l'heure d'activité physique quotidienne qui est recommandée pour rester en bonne santé. Et donc on a voulu à notre niveau nous impliquer, essayer d'entraîner dans le sillage et dans l'élan des Jeux olympiques et paralympiques la volonté collective de trouver des solutions pour faire bouger justement cette génération 2024. Donc la semaine olympique et paralympique, c'est cette semaine 1 million d'élèves qui vont participer un peu partout en France dans des activités sportives, faire plus de sport. Et c'est aussi une thématique autour de l'inclusion parce que c'est la première fois que la France va organiser les Jeux paralympiques. Et on a terriblement besoin de mobiliser tous les Français sur cet événement parce que je crois que la France s'ignore encore être des supporters des Jeux paralympiques. Quand on a vécu les Jeux paralympiques, et pour ma part, c'était après ma carrière sportive, j'ai participé 4 fois aux Jeux olympiques et je n'ai découvert les Jeux paralympiques qu'après ma carrière sportive. Et ça a été une vraie découverte, un vrai moment d'émotion. La force et la magie des Jeux paralympiques, c'est qu'on oublie le handicap de ces championnes et de ces champions. On valorise l'athlète, la personne, pour ce qu'elle est capable de réaliser. Et on a besoin aujourd'hui dans notre société de lutter contre ces discriminations auprès des personnes en situation de handicap qui aujourd'hui sont plus discriminées dans l'accès au transport, l'accès au sport, l'accès à l'emploi. C'est une réalité, c'est 12 millions de Françaises et de Français aujourd'hui qui vivent en France avec un handicap et qui sont plus discriminés que les autres personnes.
Et donc le sport, encore une fois, est un vecteur de changer le regard sur le handicap, de valoriser les personnes en situation de handicap, de passer un peu de ce tabou justement à un mode de société plus inclusif. Et le sport nous apprend à partager des moments de société ensemble, quel que soit si on est valide ou en situation de handicap. Et donc on avait envie que ce million d'élèves qui vont participer cette semaine à la semaine olympique et paralympique puissent mieux découvrir quels sont les parasports. On les connaît moins bien que les sports olympiques. Quels sont les athlètes paralympiques. Et merci encore d'être là aujourd'hui et de participer à ces moments-là, parce qu'on a un enjeu collectif, c'est de réussir ces Jeux paralympiques et que l'héritage, et j'y reviendrai dans quelques minutes, puisse être aussi sur le changement de regard sur le handicap. Et je sais que Gwendoline, d'ailleurs, est allée dans des collèges avec le département du Doubs. Je profite de la présidente, Madame Bouquin, qui est là, qui la soutient. Elle est allée... Où est-ce que, Gwendoline, tu es allée? Dans quel collège? Au collège Stendhal à Besançon, à Montbéliard. Ah oui, à Sochaux, c'est le Tour de France. Gwendoline, elle fait le Tour de France. Voilà. Et il y a aussi des joueurs du Bezac, qui est le club de basket ici, qui sont allés dans des collèges. Le GBDH, qui est le club de handball, ils sont aussi allés dans des collèges. Et je sais que c'est une action qu'a menée, entre autres, le département du Doubs. Tony, on entre dans le vif du sujet. Nous sommes à 478 jours des Jeux. Est-ce que vos nuits sont tranquilles ou est-ce qu'elles deviennent de plus en plus difficiles? C'est un sacré défi. Elles sont de plus en plus courtes. Non, c'est une aventure incroyable et je me permets de faire aussi une petite parenthèse avant de commencer mon propos pour vous dire que je pense aussi à vous, parce qu'il y a quelques années, j'étais un étudiant en STAPS et avant ça même j'étais un collégien et un lycéen. Quand j'étais à votre place, je n'imaginais pas une seule seconde que je me retrouverai ni champion olympique, ni président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques dans notre pays. Et quelque part, je voulais vous envoyer toutes mes ondes positives. Je pense que ce cursus universitaire, il est formidable, il est très riche. Je crois que la place du sport dans notre pays gagne à être révélée. Et les étudiants que vous êtes peuvent jouer un rôle important pour l'avenir du sport en France. Et je voulais vous transmettre vraiment toute mon énergie et mes encouragements pour persévérer dans cette voie du sport, parce que ça peut mener effectivement à des fonctions assez importantes. Et donc je suis ravi aujourd'hui, fort de mon cursus universitaire, fort de mon apprentissage sportif, de me retrouver impliqué et mobilisé dans cette aventure absolument incroyable. Oui, nous allons organiser le plus grand événement sportif de la planète. On parle de 878 compétitions dans 54 sports. On va accueillir les 15 000 plus grands athlètes de notre planète qui viennent de 208 pays. Et donc ça, c'est entre le 26 juillet et le 11 août pour les Jeux Olympiques, entre le 28 août et le 8 septembre 2024 pour les Jeux Paralympiques. Et c'est ce qui nous attend. Ça va être aussi la plus grande plateforme de visibilité de la France. Plusieurs milliards de personnes vont nous regarder avec de grands yeux, parce que je peux vous dire que partout, quand on se déplace, il y a une attente très forte de vivre ces Jeux de Paris 2024. Et donc on est mobilisé. C'est un défi sans précédent en termes d'organisation, en termes de transport, en termes de restauration, en termes de logistique, 13 millions de repas, 1200 bus pour déplacer les athlètes, les journalistes. Donc chaque paramètre est un facteur très impressionnant, mais la France est un grand pays qui va organiser des Jeux à la fois spectaculaires, mais aussi un peu différents. Et peut-être qu'on peut commencer par regarder quelques images.
Ouais, vous pouvez applaudir. C'est rigolo parce que j'ai regardé plein de gens dans la salle au moment de la vidéo, Tony. Je l'ai vu, allez, entre 30 et 40 fois, c'est pas une blague. Et j'ai des frissons, mais vraiment, ça me hérisse le poil. J'ai vu le regard d'Éric Monin qui était subjugué. J'ai vu également le président du GDOS qui était là, Dominique, qui avait un petit peu le regard ému. Il y a tout dedans. Il y a la culture, on a vu le Louvre, on a vu Paris, on voit la Seine, on voit les sportifs, tout est dedans. Ça, c'est chez nous, en fait, c'est notre pays. Oui, ouvrons grand les jeux, c'est la signature de Paris 2024, c'est cette ambition qui doit nous conduire tous vers le succès. Les Jeux, c'est une fois tous les 100 ans. Notre génération, nous allons vivre ce moment-là. Nous allons être regardés dans le monde entier. Montrons le meilleur visage de la France. Soyons très ambitieux. On est fort d'une histoire incroyable. Et notre objectif, c'est vraiment de montrer tous les atouts de notre pays et forcément ce mariage entre le sport et la culture. Mettre le sport là où on ne l'attend pas, c'est l'un des enjeux. Donc pour nous, aujourd'hui, on s'est fixé 3 grands objectifs pour réussir Paris 2024. Et je vais vous les parcourir rapidement parce que ça permet d'avoir une bonne visibilité, encore une fois, de ce qui nous attend. Le premier défi, c'est clairement ce côté spectaculaire. On a tous, je crois, dans cette salle, des souvenirs des grands moments de sport. Pour moi, la première mission du sport, c'est de faire rêver, c'est de procurer des émotions. Il y a un côté un peu irrationnel, de temps en temps, on se retrouve pris par des émotions, de suspense, voilà, c'est complètement irrationnel, mais le sport a ce pouvoir de réunir, de fédérer, de faire rêver. Montrons déjà sur la partie célébration sportive, la plus belle célébration sportive. Et pour ça, la signature de Paris 2024, c'est que nous allons sortir le sport des stades et mettre le sport dans la ville, dans des endroits iconiques. Cette cérémonie d'ouverture, on l'a rêvé depuis longtemps. C'est aussi très important pour nous que dès la première soirée, dès les premières minutes, dès les premières heures de Paris 2024, que tout le monde comprenne que ces Jeux seront différents. On les veut spectaculaires, on les veut populaires, on les veut durables. En quelques minutes là, on comprend qu'on change de dimension. Et c'était important pour nous de marquer le coup dès la cérémonie d'ouverture, olympique, paralympique, puisque bien évidemment c'est le même niveau d'ambition pour les Jeux paralympiques. Ce sont 2 événements séparés, mais là aussi célébrer les athlètes paralympiques d'une manière absolument inédite, c'est la clé pour nous d'inspirer encore une fois et d'embarquer dans notre sillage un changement de regard et de mentalité. Les compétitions, au-delà des cérémonies, ce sont des épreuves encore une fois dans des endroits absolument spectaculaires, au pied de la Tour Eiffel bien évidemment, mais c'est aussi encore une fois ici au château de Versailles pour les épreuves d'équitation et de para-équitation. On garde la même ambition pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et puis c'est aussi un peu partout en France. Vous avez ici la carte des sites. On va utiliser des infrastructures déjà existantes en France. On est sur un concept plus durable, plus sobre, où 95% des infrastructures qui seront utilisées pour ces Jeux sont déjà existantes parce que la France a ce patrimoine sportif que l'on veut aussi valoriser à l'occasion des Jeux. Et donc, vous l'avez vu dans la vidéo, on est allé jusqu'à utiliser pour la première fois dans l'histoire des Jeux un territoire d'outre-mer qui va organiser une compétition olympique. C'est la vague de Tiopo à Tahiti, l'une des plus belles vagues du monde. En tous les cas, chaque année, à la même période, le circuit international de surf y organise son rendez-vous mondial. Et donc en 2024, il y aura la compétition olympique en Polynésie. On est très fiers aussi d'associer les Outre-mer qui sont souvent des terres de champions, des terres qui contribuent beaucoup au sport français. Pour la première fois, ces Jeux seront paritaires. Même nombre d'athlètes, hommes et femmes, au départ des compétitions. C'est un symbole important. On a parlé d'inclusion, on a parlé de parité. On se doit, le monde du sport doit aussi progresser sur ce sujet. Et les grands événements sont un démonstrateur qui nous permettent aussi d'envoyer ce message que le sport doit être paritaire. Le deuxième défi, donc ça c'était toute la partie vraiment du côté spectaculaire. Les Jeux, c'est d'abord un moment d'émotion. Il faut qu'on soit très ambitieux pour que ce soit spectaculaire et inoubliable. Le deuxième défi, c'est à quoi ça sert? Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Comment est-ce qu'on travaille collectivement pour utiliser la dynamique des Jeux, le pouvoir des Jeux, pour faire bouger les lignes sur des sujets de société qui sont très importants? Le premier, c'est
la durabilité. Les Jeux ne peuvent plus s'organiser comme ça a pu être le cas à une certaine période, sans se soucier de l'impact que ça va générer sur la planète. On a, depuis le début de cette aventure, essayé de concevoir un projet le plus durable possible. L'ambition, elle est à la fois très simple et très difficile à atteindre, c'est de réduire de moitié les émissions carbone générées par l'organisation de ces Jeux, par rapport à toutes les dernières éditions. C'est un défi colossal. Je vous l'ai dit, ça veut dire qu'on va s'attaquer à tous les facteurs les plus polluants, les plus impactants de l'organisation des Jeux. Ce sont les constructions, et c'est pour ça qu'on est sur 95% d'infrastructures qui sont déjà existantes. Ce sont les transports. 100% des sites de compétition sont desservis par des transports en commun. On ne pourra pas se déplacer en voiture sur les sites de compétition notamment. C'est l'énergie. Et donc là aussi, 100% de l'électricité, et il en faut beaucoup de l'énergie pour organiser autant de compétitions, eh bien, viendra d'origine renouvelable. C'est l'alimentation, réduire de moitié les émissions carbone sur les 13 millions de repas qui seront servis à l'occasion des Jeux. Donc on a vraiment une approche très volontariste sur la réduction des émissions carbone pour montrer que c'est possible de continuer à être très ambitieux, à faire rêver, à montrer le pouvoir du sport, tout en étant beaucoup plus écologique et beaucoup plus durable. Le deuxième défi pour nous en matière d'héritage, c'est de démontrer, de révéler encore une fois la magie du sport, le pouvoir du sport, la solution sportive pour la santé de la population. On a parlé de la santé de la planète, il y a la santé des êtres humains, et aujourd'hui encore une fois, c'est pas acquis. On l'a vu avec le Covid, voilà, la santé c'est le bien le plus précieux. Là aussi, toutes les études scientifiques le montrent. La meilleure solution pour être en bonne santé, c'est de pratiquer tous les jours un minimum d'activité physique et sportive. 30 minutes si on est un adulte, 1 heure si on est un adolescent ou un enfant. Et donc là aussi, c'est notre responsabilité à tous de changer nos comportements, de lutter contre le progrès qui veut qu'on ne sort plus de chez soi pour aller faire ses courses et on se fait livrer à domicile. On prend le moindre objet connecté qui nous permet de ne plus avoir à marcher, de ne plus avoir à nous déplacer. Et la sédentarité, elle gagne du terrain et c'est un vrai danger. Donc c'est pour ça qu'on compte sur vous, et cet événement de la SOP est très important, de réussir à gagner du terrain pour remettre du sport dans la génération 2024, celle qui est toute jeune aujourd'hui, qui prend les mauvaises habitudes. Il faut absolument qu'on arrive à faire bouger ces jeunes dès maintenant. La troisième priorité en matière d'héritage, j'en ai aussi parlé, c'est changer le regard sur le handicap, utiliser la plateforme des Jeux paralympiques pour éveiller, pour valoriser et encore une fois, mieux travailler sur ce message d'inclusion autour de la pratique sportive. Donc ça, c'était pour la partie héritage. Et le troisième grand objectif qu'on se fixe pour réussir ces Jeux, c'est un objectif d'engagement, de mobilisation. Ces Jeux seront réussis si on a réussi à embarquer toute la France, tous les Français. Il faut vraiment, encore une fois, c'est tellement rare, c'est tellement puissant qu'il faut réussir à ouvrir ces Jeux au plus grand nombre. Et donc là aussi, on a imaginé des programmes qui n'existaient pas dans les dernières éditions des Jeux pour donner l'opportunité à toutes celles et ceux qui veulent faire partie de cette aventure de se joindre dans la dynamique et d'apporter leur projet. Moi, je viens d'un territoire, le Sud-Ouest. Il n'y aura pas de compétition dans le Sud-Ouest de la France. Il n'y aura pas de site de compétition là-bas. Et pourtant, c'est un territoire, comme ici, qui contribue beaucoup au sport français. Parce qu'il y a des clubs qui font un travail remarquable, il y a des collectivités locales qui font un travail remarquable. Et on a envie de pouvoir associer ces territoires-là où il n'y aura pas de compétition, mais qui permettent de contribuer à la démonstration que le sport est utile à la société. Donc c'est le programme Terre de Jeux. On a aujourd'hui à peu près 4000 territoires partout en France qui sont labellisés Terre de Jeux 2024. Quand on a lancé ce programme, on ne savait pas trop comment ça allait répondre. Aujourd'hui, c'est un vrai succès. Dans tous les départements en France, on a des collectivités qui disent moi, ça m'intéresse, je veux participer, je veux organiser la semaine olympique et paralympique, je veux organiser la journée olympique, je veux organiser la journée paralympique. Chaque année, plusieurs temps forts pour faire bouger les Français, parler de sport et gagner du terrain dans le quotidien des Français.
Le deuxième programme, c'est le Club Paris 2024. C'est très simple, c'est un espace digital. Tous les fans de sport, tous les fans des Jeux Olympiques et Paralympiques, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le Club Paris 2024, faire partie de cette aventure. Vous êtes du coup connecté à toutes les actualités. On vous pousse des contenus sur la préparation des athlètes, comment gagner un dossard pour le marathon des Jeux, et ainsi de suite. Il y aura des très très belles opportunités et expériences en étant membre du Club Paris 2024. Le relais de la flamme, ici dans le Doubs, la flamme des Jeux va parcourir ce beau territoire pour là aussi ce symbole de fraternité, de paix, qui va quelque part dans les semaines, dans les mois qui vont précéder les compétitions sportives, permettre d'associer largement dans une 60aine de départements en France la magie des Jeux. Et c'était important pour nous, là aussi, d'avoir une approche la plus ouverte possible et donner la possibilité à tous les départements qui le souhaitent de pouvoir organiser avec nous ce relais de la flamme. Le marathon pour tous, on voit Eliud Kipchoge, qui est la légende du marathon, le recordman du monde bien évidemment, qui est venu avec nous à Paris pour faire vivre là aussi un moment inoubliable de runners qui ont pu courir 5 km avec lui et qui s'en souviendront toute leur vie, parce que quand on le voit courir, c'est assez spectaculaire. Et puis le programme des volontaires, vous aurez peut-être des questions là-dessus, mais c'est aussi l'opportunité pour nous de rendre possible à un maximum de personnes le fait de vivre cette expérience de l'intérieur et d'organiser avec nous, de faire partie de l'équipe qui va organiser ces Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. On va revenir, Tony, sur ce programme qui est vraiment passionnant. On va tous pouvoir trouver notre place. Et je profite que Lucie laisse en régie cette diapo sur les volontaires. Hier, vous étiez sur RMC, je vous ai entendu hier matin, vous avez dit on a déjà nos 40 000 volontaires, on peut en prendre plus, mais c'est incroyable l'engouement que ça a été. On s'est dit, nous, Français, journalistes, on cherche toujours la petite bête, vous le savez, et on s'est dit, ils ne trouveront pas 40 000 personnes parce que les gens vont monter à Paris, il faut proposer des vacances, c'est compliqué, et pourtant, cet engouement montre à quel point nous attendons ces Jeux. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a un engouement incroyable, on l'a vu sur la billetterie, on le voit aussi sur le programme des volontaires. En quelques heures, en quelques jours, on a explosé les compteurs. Donc il y aura là aussi des déçus parce que il y a un nombre d'inscriptions qui est déjà très très important, mais c'est bon signe aussi parce que le sport français il s'appuie sur ces millions, on estime aujourd'hui en France à 3 millions de personnes qui sont volontaires auprès du mouvement sportif, qui permettent justement à cette belle machine du sport français d'organiser chaque semaine des compétitions dans les clubs, dans tous les territoires, de faire vivre à des sportifs de haut niveau, mais aussi à des sportifs du dimanche que je suis devenu, ou à la nouvelle génération, de vivre à la magie du sport. Donc là aussi, nous, on voulait ouvrir et donner la possibilité à tout le monde de candidater. Le choix ne sera pas simple, on fera ça cet été, mais aujourd'hui il y a un vrai engouement pour devenir volontaire et c'est encore possible si vous êtes intéressé de candidater jusqu'au 3 mai. C'est ce que j'allais dire, paris2024.org, vous vous inscrivez et alors ça peut être un moment exceptionnel, imaginez-vous remettre par exemple les médailles, remettre des serviettes à des athlètes pendant une compétition. Si vous aimez le sport, vous serez au cœur des Jeux. Vous ne serez peut-être pas olympien ou paralympien, mais vous serez une personne qui a participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière aussi, je ne sais pas si c'est possible en régie, de voir cette cérémonie sur la scène. Alors là, c'est incroyable. En fait, quand on a su qu'on allait avoir les Jeux Olympiques, on se dit « Ok, Stade de France ». C'était logique, ça tombait sous le sens. Racontez-nous un peu d'où est venue cette idée complètement folle et qui est un défi incroyable à relever. Encore une fois, pour nous, je crois vraiment ce qui nous anime depuis le début de cette aventure, c'est comment est-ce qu'on pense différemment. Il faut que ces Jeux soient différents des dernières éditions des Jeux. Quand la France organise les choses, elle le fait en grand, et elle le fait en apportant aussi sa contribution pour faire évoluer le modèle. Et pour nous, c'était très important que la cérémonie, qui est quand même la plus grande audience, c'est comme ça, le moment le plus regardé pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est la cérémonie d'ouverture. Plus d'1 milliard de personnes regardent ce moment-là, c'est colossal, c'est la plus grosse audience télé jamais égalée, et à chaque édition des Jeux, c'est la même chose. Et donc la France va être exposée à cette visibilité absolument incroyable. C'est important que les gens comprennent, je pense qu'il y a une attente très forte dans ce moment-là de découvrir Paris,
de voir Paris. Et pour nous, ça faisait moins de sens de construire, d'imaginer des décors dans un stade, alors que voilà, on a cette ville à disposition qui est magique. Raconter l'histoire de France, c'est finalement aussi sur le parcours de la Seine, traverser Paris d'est en ouest et passer devant Notre-Dame, devant les musées du Louvre, du Quai d'Orsay, arriver à la Tour Eiffel. C'est à la fois pour les athlètes une expérience absolument inoubliable, parce que les athlètes vont défiler sur la Seine, mais c'est aussi pour les spectateurs et téléspectateurs la promesse de voir Paris, de voir ce décor absolument majestueux. Et c'est plus durable aussi, parce qu'encore une fois, on s'appuie sur l'existant. Et puis c'est plus populaire parce qu'on peut mettre beaucoup plus de personnes, et notamment pour la première fois de l'histoire, un accès gratuit pour plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir accéder à cette cérémonie d'ouverture sur les quais hauts de la Seine. Donc voilà, c'est un vrai casse-tête en termes d'organisation. On n'a pas choisi la facilité, mais ça montre aussi l'ambition qui est la nôtre de nous obliger à faire de chacun de ces moments des moments d'exception. Et puis la photo d'après, c'était la cérémonie des Jeux paralympiques. Regardez, on descend tout en haut, ce sont les Champs-Élysées, on arrive place de la Concorde. Et c'est vrai que le monde, à ce moment-là, verra à quel point c'est beau. Tony parlait de la planète qui va regarder. Sachez que dans ma maison, à France Télévisions, on attend 80% d'audience. 8 Français sur 10 regarderont quasiment toute la journée les Jeux Olympiques. Ça sera phénoménal. En fait, vous ne parlerez que de cela avec vos amis. Vous vous lèverez le matin, vous regarderez une série de tennis de table. Vous regarderez ensuite du basket 3-3. Ça se passe à la Concorde, le basket 3-3, c'est bien ça. Ça sera fabuleux. Et puis cette parité. Ici, vous savez, on est à Besançon. Aurélie Bresson, qui est présidente de la Fondation Alice Mia, est de Besançon. Cette parité, elle est importante parce que le monde évolue. Et c'est vrai que vous avez créé 8 sports, je crois, 8 disciplines différentes, 8 compétitions différentes pour que cette parité soit respectée. Oui, c'était un défi symbolique, encore une fois, hein, parce que le monde du sport international progresse sur ce sujet. Au cours des 20 dernières années, les statistiques étaient en train de s'équilibrer et de tendre vers la parité. Mais la première fois, effectivement, où ces Jeux seront paritaires, bien, ce sera à Paris 2024. Et donc, il a fallu rajouter dans le programme de nouvelles épreuves, notamment des épreuves mixtes qui vont voir le jour. Et donc là, ce sont des décisions gérées par les fédérations internationales et par le CIO qui nous ont permis d'atteindre cet objectif de 50% de parité. Et puis il y a aussi des sports que nous, Français, on va découvrir. Il y a la présidente du hockey sur gazon qui est là. Le hockey sur gazon en France, on connaît peu. Et pourtant, à ce moment-là, il y a fort à parier que de jeunes Français vont s'inscrire dans les clubs dès la rentrée prochaine, dès la rentrée 2024-2025. Oui, c'est la magie des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est que beaucoup d'entre nous allons découvrir des athlètes qu'on ne connaît pas. Et forcément, on va s'identifier à ces pratiques-là et on sait que ça peut avoir un impact très important pour la pratique en club au lendemain de ces Jeux. Et voilà, encore une fois, moi je viens d'un sport mineur, hein, le canoë-kayak, et la visibilité offerte pendant les Jeux Olympiques, elle est cruciale pour le développement de ces sports-là. Et c'est le cas pour une très grande majorité des disciplines qui seront programmées aux Jeux de Paris 2024. Donc on vous encourage vraiment à profiter de ces Jeux aussi pour regarder des disciplines qu'on voit moins souvent en France parce qu'elles sont moins médiatisées, elles sont moins télévisées. Alors que pendant les Jeux olympiques et paralympiques, et je voudrais saluer France Télévisions sur ce sujet-là, parce que c'est la première fois aussi que l'ensemble des compétitions de toutes les disciplines olympiques et paralympiques seront diffusées à la télévision. Je suis en train de faire mes fiches puisque je vais commenter le goalball de Gwendoline. J'ai demandé à le faire comme je connaissais Gwendoline, alors je suis en train de faire mes fiches déjà. Elle m'a beaucoup expliqué, j'ai même pratiqué avec elle. On va faire un petit sondage, Tony. Qui dans la salle a déjà, de par sa famille, acheté des places pour les Jeux? Alors, il y aura la présidente qui sera là, Eric sera là, il y a un peu de gens. Il n'y a pas encore énormément de personnes, mais c'est pas grave, parce que maintenant, Tony, la billetterie individuelle, on va dire, oui, vous l'appelez comme ça, individuelle, à l'unité, va ouvrir. C'est le moment de s'inscrire et vous pourrez acheter des places à l'unité. Oui, la première phase de vente est terminée. On est en train de
d'ouvrir la deuxième phase de vente jusqu'au 20 avril. Vous pouvez vous inscrire sur ticket.paris2024.org pour participer à cette deuxième phase de vente. Il y en aura d'autres encore derrière. Voilà, c'est vrai que les billets partent très très vite. Là aussi, on est face à un dilemme, c'est qu'il y a plusieurs millions de personnes qui veulent des places, plusieurs dizaines de millions de personnes qui veulent acheter des places et malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un tirage au sort pour être le plus juste possible avec voilà, une grille tarifaire qui a fait beaucoup parler d'elle, mais qui permet aussi pour nous d'un côté de donner accès au plus grand nombre avec à peu près la moitié des billets à des tarifs très accessibles. On parle de 1 million de billets à 24 € sur les Jeux Olympiques et 4 millions de billets à 50 € et moins. Donc pour couvrir dans tous les sports, on n'a pas choisi que des sports moins importants, mais dans tous les sports, une tarification la plus accessible possible. Et puis, voilà, bien évidemment, des tarifs aussi beaucoup plus exceptionnels, très ambitieux, plutôt quand même dans les ordres de grandeur des dernières éditions des Jeux et des spectacles en général, mais qui permet là aussi que l'organisation des Jeux, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le budget du comité d'organisation pour organiser ces 878 compétitions est financé à 96 % par de l'argent privé. Donc on parle de, c'est beaucoup d'argent, hein, c'est 4,4 milliards d'euros qui sont investis dans l'organisation de ces Jeux. Bah, c'est financé par de l'argent privé, à 96 %. Et donc cet argent-là, ben, ce sont des entreprises, ce sont des télévisions, c'est la billetterie. Voilà, tout ça nous permet d'investir dans l'économie française, hein, puisque 90% des entreprises qui vont organiser les Jeux avec nous, les prestataires, sont des entreprises françaises. Donc c'est bon aussi pour notre économie. Il y a une étude qui a démontré qu'il y a à peu près 150 000 emplois qui vont être mobilisés directement dans l'organisation de ces Jeux et donc financés à 96 % par de l'argent privé. Donc c'est aussi une bonne opportunité économique pour notre pays. Tony, je sais que vous avez été secoué par ce prix des places. Alors, on va faire une description et une analyse journalistique précise. Vous savez, on a dit que c'était très cher. Alors, il y avait des places qui coûtaient cher. Mais les Jeux de Londres en 2012 vendaient les places à 23 € pour les places les moins chères. À Paris, c'est 24. C'est 1 € de plus. Mais c'était en 2012. Quand vous achetez votre pain aujourd'hui par rapport à il y a 3 semaines, il est un peu plus cher. Eh bien, 1 € en 2012, c'est beaucoup plus en 2023. Donc oui, c'est vrai que les places sont moins chères, il faut le dire. Et voilà, il faut le dire. Et c'est vrai qu'il y a 500 000 places pour la billetterie solidaire. Je ne sais pas, Tony, si on peut en parler. C'est-à-dire que les collectivités locales bénéficient de 500 000 places. Alors, ce ne sont pas des places pour que les maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux aillent se dorer la pilule sur les tribunes de Paris 2024. Ce sont des places réservées à des associations. C'est important de le dire, Tony. Oui, il y a un principe de solidarité qui s'est mis en place, encore une fois, pour donner accès à des publics éloignés qui ne sont bien évidemment, voilà, qui n'auraient pas pu s'offrir la possibilité d'aller aux Jeux. Et donc les collectivités locales, l'État, qui a également acheté 400 000 places pour Paris 2024, va offrir à des scolaires, à des personnes dans des quartiers prioritaires, la possibilité de vivre les Jeux. Donc moi je voudrais aussi remercier les collectivités locales et l'État. On a un partenariat aussi avec le Secours populaire, on a un système de dons qui nous permet là aussi de donner accès à des publics très précaires, de pouvoir vivre cette magie des Jeux en 2024. Et puis si vous voulez voir un concert, je suis allé voir les Black Eyed Peas l'année dernière, c'était génial, c'était 150 €, c'est beaucoup d'argent, hein. Et ça a duré 1h30, c'était 150 €. Vous allez au jeu, il y a les plus grands champions de la planète et vous pouvez avoir des places moins chères. C'est important de le rappeler quand même, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de bad buzz fait autour de ça, parce qu'on aime bien chercher en France. Et puis vous n'avez pas fini à mon avis, hein. C'est pas terminé. Vous savez, Tony, on va laisser la parole à la salle maintenant, parce qu'ils sont là pour s'exprimer. Vous avez des micros qui vont passer dans la salle. Si vous avez toutes les questions à poser à Tony Estanguet, le président de Paris 2024, c'est le moment. Et le plus dur, c'est la première. Donc moi pour la première, en fait, je mets tout le monde à l'aise, je vais directement voir quelqu'un dans la salle et je vais voir, allez, Dominique, une question pour Tony Estanguet sur l'organisation des Jeux. C'est le président du comité départemental olympique et sportif. Bonjour Tony, Bonjour. Félicitations pour tout ce que tu fais. Je suis un ancien kayakiste avec mes amis là, donc c'est magnifique. Génial. Pour moi, c'est un véritable enjeu populaire
Et ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est ta vision sur l'héritage. Parce qu'il faudra un demain des Jeux. Oui, merci. Bon, j'ai essayé d'en parler un petit peu, mais clairement, ma vision de l'héritage, c'est que cet élan de Paris 2024 puisse agir comme à la fois un révélateur et un accélérateur. Je pense que dans notre pays, on n'a pas encore vraiment saisi tout ce que le sport peut apporter. Et donc moi, l'héritage dont je rêve, c'est effectivement une meilleure reconnaissance. Alors je sais qu'ici, dans cette université, le sport est à sa place, mais je pense qu'on doit tous collectivement encore aller plus loin, réussir à donner un meilleur accès aux étudiants à la pratique sportive. On sait que les créneaux ne sont pas forcément faciles à obtenir au sein des infrastructures globalement en France. Et pourtant, voilà, on a tous nos priorités, on a tous beaucoup de choses à gérer, mais investir du temps pour soi dans une pratique sportive, quel que soit le niveau, on n'est pas là pour faire de la compétition forcément, mais pour moi c'est un enjeu. L'héritage, il doit vraiment se focaliser vers comment est-ce qu'on attire plus de monde et de public dans une pratique sportive, qu'elle soit encadrée, et c'est toujours mieux dans un club, ou libre. Voilà, moi j'ai besoin qu'on arrive à mettre toute notre énergie dans cet objectif-là, parce que pour moi, ça sera vraiment le meilleur héritage, que les gens aient plus d'accès au sport, qu'on reconnaisse mieux ce que le sport apporte à notre société, encore une fois, en termes de lien social, en termes de santé, en termes écologiques, hein, se déplacer en marchant ou quand on peut en vélo, ça prend un peu plus de temps. Mais au final, on y trouve aussi un équilibre qui est quand même très très intéressant. Donc voilà, c'est changer nos modes de comportement, nos habitudes, pour à la fin que le sport soit un petit peu plus présent dans le quotidien des Français. Merci Tony. Alors, levez-vous. Et j'ai vu des jeunes filles, Tony, qui étaient très attentives depuis le début. Dejra et ses amis sont du collège Stendhal à Besançon. Un peu de bruit quand même. Ouais. Voilà. Et elles font de la natation. Ce sont des nageuses. Et Dejra a une question à vous poser. Est-ce que ça vous fait peur? Question simple. Est-ce que ça me fait peur? Oui, un petit peu quand même. Je ne vais pas vous le cacher. C'est un défi sans précédent. Moi, j'ai toujours aimé ça dans ma vie, de me fixer des objectifs ambitieux. Quand j'étais athlète, j'avais déjà un peu la trouille. Parce que la peur, quand elle est bien gérée, elle nous pousse aussi à faire des choses ambitieuses et exceptionnelles. Donc moi, je me suis nourri de cette adrénaline. Alors on l'appelle un peu comme on veut, mais on peut aussi dire que c'est un peu de la peur de faillir, la peur de réussir. Il y a plusieurs peurs, mais pour moi c'est sain. Voilà, ça veut dire aussi qu'on a conscience des enjeux, on a conscience de la difficulté qui est devant nous, mais il y a aussi de la sérénité en face de la peur, qui est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a une grande équipe de France aujourd'hui qui est mobilisée avec des entreprises qui ont une expertise incroyable, et un savoir-faire. Il y a encore une fois des acteurs publics, des fédérations, des clubs, des athlètes qui se mobilisent. Cette semaine, on a 200 athlètes de haut niveau qui vont dans les écoles, comme Gwendoline, pour aller à la rencontre des élèves et transmettre leur passion, leur énergie. Donc voilà, tout ça peut fonctionner si on arrive justement à nous appuyer sur toutes ces énergies. Donc oui, ça m'arrive d'avoir peur, parce que le défi est immense et qu'on a régulièrement de nouvelles complications face à ce genre de projet. Il y a toujours des complications, mais en face, il y a des solutions, et donc il faut s'adapter en permanence, un petit peu comme quand on est dans un canoë-kayak, on doit s'adapter aux éléments naturels. Eh bien là, on a une feuille de route, mais on va un petit peu slalomer, parce que des fois, on ne pourra pas faire exactement comme on aurait voulu faire. C'est pas grave, on trouvera une autre solution, des fois elle est même meilleure. Une question de Gwendoline avant d'aller dans la salle, justement, qui m'a fait un petit signe, et une question très importante. Du coup, moi j'ai une question concernant la billetterie. Est-ce qu'il y aura des places réservées pour les personnes en situation de handicap au niveau de la vente et au niveau de l'emplacement sur les terrains, pour être au plus proche des athlètes? Comme ça.
Oui, tu as raison de le rappeler, j'aurais dû le dire. Effectivement, on a fait un gros travail avant d'ouvrir la billetterie pour identifier dans chacune des infrastructures sportives ce nombre de places et s'assurer que ce soit des places avec la bonne visibilité, qu'elles correspondent aussi en termes d'accessibilité, que ce ne soit pas un parcours du combattant pour ces personnes-là pour accéder à leur place. Donc oui, il y a à peu près 200 000 places aujourd'hui qui sont déjà identifiées et on verra comment, au fur et à mesure que la vente avance, les besoins d'ajuster ce volume-là. Mais c'est un volume très très important de places par rapport à ce qui s'est fait dans les dernières grandes compétitions, notamment en France. Donc on a élargi ce panel-là de places avec des personnes à mobilité réduite qui se déplacent en fauteuil roulant, mais aussi pour d'autres types de handicap. Donc on a fait un gros travail de sourcing pour justement proposer la meilleure expérience en termes d'accessibilité. C'est pas qu'avoir des places, c'est aussi l'accessibilité à l'information, l'accessibilité universelle sur nos plateformes numériques, l'accompagnement. Donc aujourd'hui, quand on va sur la plateforme de billetterie, on peut cocher effectivement une case qui dit qu'on est en situation de handicap et derrière on est recontacté par les équipes pour essayer de voir comment la personne veut se déplacer, quel type de dépose à proximité on peut mettre en place pour vraiment essayer d'avoir le meilleur service possible. Lycéens, collégiens, étudiants, j'ai vu plein de mains se lever. Alors, je ne sais pas où est le micro. Il y a 2 micros dans la salle. Ah, il faut se lever par contre quand vous prenez la parole, qu'on vous voit bien. Et alors, ce qui est important maintenant, quand vous vous présentez, le prénom et d'où tu viens, quel établissement, quel sport tu pratiques et ta question. Ok. Ça marche? Très bien. Ouais, ça marche. Paul Rivier, groupe 18. Je fais du basket, donc pas vraiment du kayak. J'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Comment pensez-vous parvenir à garder l'engouement autour du sport après les JO? Ah, c'est une bonne question. Bravo. Comment je vais faire? Je compte sur vous. Parce que moi, je ne serai plus là. On enchaîne. Non, c'est vrai que nous, on est une organisation éphémère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une association qui a été créée. C'est un comité d'organisation sous la forme d'une association. Donc on n'est pas là, nous, pour durer, on n'est pas là pour faire des bénéfices. Tout l'argent qu'on arrive à générer, on l'investit dans l'organisation des Jeux. Et après la fin des compétitions, cette association, elle va être dissoute et elle va disparaître. Et donc l'héritage, il va continuer avec le mouvement sportif et on y travaille, s'assurer que tous les programmes dont j'ai parlé tout à l'heure, les terres de jeu, les labels Génération 2024 avec l'État, tous ces programmes-là, ils aient une pérennité parce que d'ores et déjà, ces acteurs, ils sont impliqués. Donc l'héritage va reposer sur chacune et chacun d'entre nous de continuer à faire vivre l'engouement autour du sport au lendemain en ayant démontré, c'est pour ça que la semaine olympique et paralympique et tous ces programmes d'héritage, on les a pensés au tout début. Au début, le CEO nous disait mais vous voulez d'ores et déjà vous préoccuper de l'héritage alors que vous n'avez aucune idée encore de comment vous allez organiser les Jeux. Travaillez d'abord sur l'organisation des Jeux et puis on verra l'héritage après. Et nous, en fait, on a dit non, ce modèle-là ne fonctionnera pas. Il faut qu'on commence à mettre en place les bonnes pratiques collaboratives très tôt parce qu'après, on sait que sur les 2-3 dernières années, et en ce moment on le voit, le comité d'organisation, il est happé, il est vraiment mobilisé sur l'organisation des compétitions. C'est sa première mission et aujourd'hui la tâche est immense, donc toute l'énergie va aller là-dessus. L'héritage, on a voulu le penser très tôt pour tester, c'est pour ça que ça fait 7 ans qu'on organise la SOP, ça fait déjà plusieurs années, il y a 4000 encore une fois terres de jeu 2024 depuis plusieurs années pour que les habitudes soient là et qu'en 2024 on soit déjà fort de plusieurs années d'expérience pour que ça continue derrière. Parce que tu as raison, il y a un vrai risque qu'au lendemain des Jeux, on tourne la page et on passe à autre chose. Et ça, il va falloir qu'on résiste très fort tous ensemble pour faire la démonstration que tout ce qu'on a réussi à faire collectivement, il faut que ça continue sur le long terme. Une autre question. Alors attention, faites pas trop de bruit parce que ça résonne et en fait j'ai l'impression que le bruit nous vient sur nous et ça résonne un petit peu devant. J'ai vu un jeune homme, lève-toi et vas-y, je t'en prie.
Très bien, bonjour. Donc Mathieu, groupe 17, moi je fais de l'escalade, donc pas du tout le même sport. J'avais une question, comment vous comptez limiter l'impact écologique au vu des infrastructures et de leur placement en France? Ouais, donc j'en ai touché un mot. L'objectif pour nous, c'était vraiment de réduire les constructions, de ne faire des constructions que s'il y a la garantie qu'après les Jeux, il y a un besoin pour une utilisation durable. En fait, on a tous été traumatisés, marqués par certaines éditions des Jeux où il y avait des constructions pour les compétitions et derrière, ces constructions étaient à l'abandon. Donc ça, on l'a réduit. On a regardé avec l'ensemble des acteurs, sport par sport, quelles sont les infrastructures dont on est sûr qu'elles auront une utilisation après les Jeux, dont on est sûr qu'elles seront financées dans leur fonctionnement après les Jeux. Et sinon, s'il n'y a pas ces deux garanties-là, eh bien, on part sur du temporaire. Et donc, c'est le cas sur un certain nombre de sites qu'on a vus en photo, là, au château de Versailles, au pied de la Tour Eiffel et ainsi de suite. On va monter des infrastructures pendant quelques semaines et on les redémonte parce que d'un point de vue écologique, c'est beaucoup plus vertueux que de faire des constructions derrière qui ne seraient pas utilisées. Une autre question alors, où est-ce que ça bouge? Allez-y mademoiselle. Donc je me présente, Julie Chamberloir, je suis étudiante en L3 Management du sport et membre du B2 STAPS Bisontin. Hier, on a organisé un éducaton sur les luttes contre les discriminations racistes dans le sport. Donc est-ce que à Paris 2024, des actions seront mises en place concrètes pour lutter contre ces discriminations? Merci. Déjà, bravo. Bravo pour cette initiative. C'est génial. Non, bravo, effectivement, tu as raison. Voilà, ce message, là aussi, pour moi, le sport est le bon espace pour lutter contre ces discriminations. Lutter contre le racisme, c'est un enjeu important. Je pense que s'il y a bien un endroit qui prône justement la mixité sociale, c'est le sport. Nos équipes de France... je trouve qu'elles sont belles parce que justement, il y a cette diversité et je pense que pour moi, c'est la meilleure expression. Donc réussir à valoriser chacune et chacun de nos champions pour ce qu'ils sont, encore une fois, valides ou en situation de handicap, pour leur talent, leur richesse et démontrer que le sport est un espace où on se moque de savoir son origine, son sexe, son genre, voilà, tout ça n'a pas d'importance. Ce qu'on regarde, c'est notre capacité à être ensemble, à réussir ensemble, et le sport est le meilleur exemple. Donc nous, notre stratégie, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place pour la première fois une équipe de France unique. Donc il n'y aura plus deux collectifs, une équipe de France olympique d'un côté, une équipe de France paralympique de l'autre. On a une équipe de France pour essayer de valoriser tous les athlètes sur le même pied d'égalité. Encore une fois, ça comprend aussi cet enjeu d'inclusion et de lutte contre toutes les discriminations. Donc voilà, c'est un enjeu, mais continuer, parce qu'on a besoin de ces moments de sensibilisation. Paris 2024, encore une fois, ne peut pas porter seul ce genre de discours, mais on soutient pleinement et bravo encore une fois pour cette initiative. Oui, on peut l'applaudir, c'est important. Alors, il y a encore plein de mains qui se sont levées, dont une petite main, toute jeune. Parle bien fort. Hein. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Amine, je pratique la natation et je suis au collège Stendhal. Et j'avais une question. Est-ce que vous avez eu des chutes dans votre parcours, des moments où vous vous sentiez pas bien, voilà. Merci. Ah, tu as raison de parler de ça, parce qu'on a tendance à beaucoup valoriser les succès et on sait tous dans cette salle qu'on ne peut pas réussir sans avoir échoué. C'est souvent dans l'échec aussi qu'on se construit et qu'on apprend. Donc oui, il y a eu plein de moments dans ma carrière où j'ai raté, je me suis trompé, je suis tombé, je me suis blessé. Donc voilà, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, dans une carrière,
une carrière, elle est faite de succès, d'échecs. C'est tout à fait normal. Là aussi, je pense que le sport est un espace qui, quelque part, accepte ça, parce que dans notre société aujourd'hui, c'est quand même très tabou, les moments de faiblesse, les moments de fragilité, les moments d'échec. Dans le monde du sport, de toute manière, ça fait partie du jeu. On ne gagne pas à chaque fois, personne. Il n'y a aucun champion qui gagne tout le temps. Et c'est important d'assumer ça. Dans mon cas, sur les Jeux, c'était à Pékin, notamment, pour mes 3e Jeux en 2008. J'étais parmi les grands favoris, j'étais porte-drapeau de la délégation française. J'avais pour objectif de gagner ma 3e médaille d'or. Je suis passé complètement à côté de ma course. Je ne me suis même pas qualifié pour la finale. Et ça a été une grosse claque, un échec très important. Et aussi une très belle leçon d'humilité. Je pense que si je suis face à vous aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai su à ce moment-là accepter de regarder en face ce que j'avais fait, de me poser les bonnes questions, de me remettre en question, de repartir à un niveau un peu inférieur. Je pense que je me voyais peut-être un peu trop fort. Et le sport apprend ça. Le sport apprend aussi à relativiser les choses et à retrouver sa place. Et ça m'a permis derrière d'apprendre de nouvelles techniques d'entraînement, de progresser et d'aller chercher une nouvelle médaille à Londres 4 ans plus tard, puis de devenir membre du CIO. Donc cet échec-là, il a été pour moi très fondateur. Je pense que dans ma carrière, je retiens beaucoup de mes médailles, mais je pense que cette période-là de 2008, pour moi, elle a été aussi très très riche en enseignement, parce que c'était la première fois dans ma vie que j'étais confronté à un échec aussi important, et c'est pas toujours facile de savoir comment réagir. Mais voilà, si j'ai un conseil à te donner, c'est pas grave de perdre, à condition d'essayer de comprendre pourquoi. Et dans chaque échec, il y a toujours quelque chose à apprendre. Normalement, quand c'est Tony Estanguet qui donne ce conseil, ça rentre dans la tête. Il y a tellement de questions que je ne sais même pas où est le micro. Je vois plein de mains levées. Il est derrière. Bonjour, jeune homme. Bonjour, Valentin Lavis. Je fais partie du Master 1 et Ops ici à l'université STAPS. C'était une question par rapport à... On avait dit qu'il y avait des unités de recherche, etc. dans le sport. Et qu'est-ce que vous envisagez par rapport à ces unités de recherche entre la formation recherche et la formation pratique, donc offerte par les fédérations, etc. Quel lien vous pensez transférer ou en tout cas montrer via ces Jeux, et qu'est-ce que vous pensez que ça va faire post-Jeux Olympiques et Paralympiques? Moi, je pense qu'encore une fois, on a cette chance de pouvoir faire de ces Jeux ce qu'on a envie d'en faire aussi. Et on a, je pense, pour beaucoup qui avons fait de la compétition, cette certitude que la recherche est précieuse pour continuer à progresser, pour continuer à trouver des voies d'amélioration globalement. Aujourd'hui, on a une agence nationale du sport qui justement est mobilisée aussi pour accompagner le sport de haut niveau et le sport amateur, qui a des programmes de recherche. Il y a l'INSEP qui se mobilise. C'est moins la prérogative et la mission de Paris 2024 d'agir sur ces questions-là. Nous, on a tout un programme d'innovation, mais vraiment en lien direct avec l'organisation des compétitions et des grands événements sportifs. Mais si la question, elle est plutôt sur la recherche autour de la performance et du sport de haut niveau, c'est plutôt aujourd'hui porté par l'Agence nationale du sport, l'INSEP, les fédérations qui ont souvent des équipes qui réfléchissent et qui peuvent s'appuyer sur des étudiants qui ont envie aussi de contribuer à ces réflexions-là. Vous savez qu'il y a de très bons hôtels et restaurants à Besançon. Il y a tellement de questions, vous allez dormir là. Voilà. On s'occupe de votre soirée. Qui a le micro? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Siane Varou, je suis du groupe 18, je fais du golf et je me demandais si vous avez toujours voulu travailler dans l'événementiel sportif ou si c'est grâce à votre passé de sportif de haut niveau que vous en êtes arrivé ici. Voilà. Ouais, c'est une bonne question. Alors moi j'ai fait pendant 20 ans, j'ai fait du sport de compétition. J'ai essayé quand même, voilà, comme beaucoup d'entre vous, de trouver un équilibre avec mes études parce que dans le sport comme le mien, je savais qu'un jour ça allait s'arrêter.
et qu'il faudrait travailler, hein, que ce n'était pas l'argent que j'allais gagner dans mon sport qui allait me permettre de vivre. Et donc c'était important pour moi aussi, au-delà de l'aspect pécunier, de trouver cet équilibre-là. Donc j'ai fait STAPS, puis derrière j'ai repris des études, j'ai fait un master en marketing du sport à l'ESSEC. Et donc voilà, j'ai toujours essayé de concilier le sport et les études. Parce que j'ai trouvé un équilibre personnel qui me permettait aussi de gérer le stress. On parlait tout à l'heure des peurs et du stress et le fait de savoir à tout moment que je pourrais avoir différentes opportunités à l'issue de ma carrière, mais je ne savais pas trop, en tous les cas quand j'étais à votre place, je ne savais pas trop encore quel métier j'allais faire. Quand je vois que mes enfants aujourd'hui à 15 ans, on leur demande d'identifier déjà quel métier ils veulent faire, je trouve ça fou. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se donner un panel de possibilités. Moi, j'avais envie de rester dans le sport. Je ne savais pas que je deviendrais président du comité de l'organisation. La question s'est posée de travailler pour ma fédération, parce que j'en avais envie. Donc j'ai commencé d'ailleurs à organiser des événements sportifs pour ma fédération. J'ai organisé un championnat du monde de canoë-kayak notamment. Et ensuite, j'ai rebondi sur l'univers olympique, membre du CIO et effectivement aujourd'hui président de Paris 2004. Donc voilà, je ne savais pas trop, mais c'est arrivé progressivement. Je vais vous faire sourire. Comme je suis arrivé à 9h15, j'ai parlé avec des jeunes et il y en a un qui m'a dit, j'oserais pas lui poser la question, mais j'aimerais lui demander s'il aimerait être président de la République plus tard. C'est vrai, c'est pas une blague. Il se reconnaîtra, le garçon qui m'a demandé ça. C'est un bon job, non ? Non, je pense que c'est compliqué. Ok, allez, une autre question. Il y en a plein encore. Oui, je t'en prie. Bonjour Monsieur Estanguet. Alors je me présente, je m'appelle Adrien, je représente le groupe 6. Et donc au début du meeting, vous avez abordé un sujet qui a fait débat en début d'année. C'est le sujet de la sédentarité et le fait qu'elle ne cesse de s'accroître, alors qu'en ce moment même, le e-sport connaît un essor, il ne cesse de se développer. Et donc, pensez-vous que le e-sport a son rôle à jouer pour faire reculer cette sédentarité? Et si oui, pensez-vous un jour qu'on pourra voir le e-sport aux Jeux Olympiques? Merci. Ah, je vois qu'il y a des fans du e-sport. Ah, tu as raison, c'est un bon point. Moi, je crois effectivement que plutôt que de vouloir tourner le dos à une réalité, parce qu'aujourd'hui, voilà, le e-sport est un phénomène en pleine expansion qui répond à une vraie attente. Donc moi, je trouve ça génial. Il ne faut pas lutter contre ça. Moi, mon souhait, c'est qu'on arrive à construire de meilleures passerelles entre ceux qui jouent devant un écran et la pratique réelle d'une activité physique et sportive. Donc je pense qu'effectivement le monde olympique aujourd'hui se pose cette question de est-ce que le e-sport a sa place au programme des Jeux, parce que c'est très populaire, parce que ça répond à une attente, et notamment de la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de réussir à démontrer que ça va aider à la pratique sportive. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à mieux travailler aussi, je pense, avec cet univers-là, pour faciliter les liens avec la pratique sportive. Il y a pas mal de fédérations aujourd'hui qui développent aussi des sports connectés, donc de la pratique en étant connecté à d'autres qui pratiquent ailleurs, de pouvoir se projeter sur des parcours. Donc tout ça, c'est en train de progresser quand même à vitesse grand V, mais c'est vraiment connecté aussi à une vraie pratique sportive. Donc pour moi, c'est l'enjeu de demain, c'est réussir à créer du lien entre le e-sport et la pratique sportive. Et je parle sous le contrôle de la présidente, Madame Voronov, mais l'Université de Franche-Comté, la première université à posséder en son sein une équipe de e-sport. C'est bien ça, Madame la Présidente. Bonne information. Une autre question. Où est le micro? Je ne le sais pas. Il est tout au fond. Tout d'abord, bonjour. Alors j'ai une question à vous poser. Je pense qu'elle a déjà été posée peut-être plusieurs fois. Si c'est le cas, pas aujourd'hui, je sais, mais si c'est le cas, je m'en excuse. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on choisit de supprimer des Jeux Olympiques des sports comme le karaté, qui est aux Jeux Olympiques depuis 1981, qui est un sport moderne depuis 1922, je crois, et au détriment de sports plutôt modernes et urbains comme le breakdance ou le skate. Et je sais que les Jeux Olympiques, c'est un peu politisé. Est-ce que c'est pas un choix politique aussi de faire ça? Et est-ce que ça déçoit pas aussi certains athlètes, comme par exemple, je sais qu'on a aussi un très grand athlète, Steven Da Costa, qui est champion d'Europe, champion du monde, champion olympique en titre.
de karaté. Pourquoi on fait ça et est-ce que ça les déçoit pas et qu'est-ce qu'on doit faire? Tu fais du karaté? Non. Non. Mais c'est une très bonne question. Je vais essayer de t'expliquer rapidement. Effectivement, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé sur ce dossier. Donc, en gros, quand on gagne l'obtention des Jeux, on a 28 sports à organiser. Dans le programme officiel des Jeux Olympiques, il y a 28 sports. Le comité d'organisation, qui est retenu, a la possibilité de proposer des sports additionnels. C'est le CIO qui valide à la fin. Donc nous, on fait une proposition. C'est effectivement le comité international olympique qui reste le garant et c'est lui qui valide la décision de rajouter ou non un sport. Mais ce n'est que pour une édition. Donc les sports que nous, on a proposés ne seront au programme des Jeux Olympiques que pour l'édition de Paris 2024. Les 4 sports que nous, dont on a fait cette proposition, au moment où on les propose, ils sont ajoutés, mais de manière temporaire. Donc, si je reviens sur le karaté, puisque c'est ta question, le karaté faisait partie de ces sports additionnels pour les Jeux de Tokyo. Et c'était la première fois. Donc le karaté a été une fois au programme des Jeux à Tokyo, en sachant très bien que c'était pour une édition. Il n'était pas dans le programme des 28 sports, parce qu'il y a d'ores et déjà 5 sports de combat, la boxe, la lutte, l'escrime, la boxe, la lutte, l'escrime, le taekwondo et le judo. Et donc, c'était du coup, nous, notre réflexion, quand on a eu cette possibilité de rajouter 4 sports, la réflexion, elle était assez simple, c'était de se dire, au sein des 28 sports, il y a déjà des familles de sports qui sont bien représentées. Les sports de combat sont déjà bien représentés. Les sports de raquettes sont déjà assez bien représentés. Il y a du badminton, il y a du tennis de table, il y a du tennis. Bon, donc on a fait un appel à candidature. Donc toutes les fédérations françaises qui ont souhaité rejoindre le programme olympique de Paris 2024, en sachant que ce serait pour une édition. On a reçu 19 candidatures. Le CIO nous a dit, vous pouvez en choisir 4. Et donc, on est allé privilégier des sports qui, selon nous, permettent de rajouter des communautés sportives qui ne sont pas représentées à l'intérieur des 28 sports. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on est allé chercher ces 4 sports. Donc, l'escalade. On a vu tout à l'heure l'escalade. Voilà. Le skate, le surf et le breakdance. Pourquoi le breakdance? Parce que c'est un sport urbain qui est aussi en pleine expansion, qui est très spectaculaire, qui nécessite aussi peu de moyens, qui est pratiqué par les jeunes, qui correspond aussi un peu avec la vision de Paris 2024 de mêler le sport et la culture. Un sport qui a aussi une histoire française très forte. Et donc oui, ça a fait plein de déçus, parce que le karaté, le squash, il y a plein de pratiques comme ça, de sports très développés en France, qui ont candidaté aussi plusieurs fois. Et je sais combien c'est important d'être au programme des Jeux. Mais quand on est dans ma position, on ne peut pas faire que des heureux. Prendre des décisions, c'est aussi de temps en temps faire des déçus. Parce que moi, j'aurais adoré qu'on puisse rajouter les 19 sports. Mais ça veut dire aussi plus d'argent, ça veut dire plus de moyens, plus d'athlètes. C'est pas soutenable. Et on revient sur la contradiction de dire il faut réduire l'impact généré par les Jeux et le gigantisme des Jeux. Donc voilà, on est allé au maximum parce qu'on sait que pour ces sports-là, c'est très important d'être au programme des Jeux. Mais on ne pouvait pas répondre à toutes les attentes. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour toi. Merci Tony. Encore plusieurs questions. On a encore 10 minutes pour les questions. C'est le moment ou jamais. Où est le micro? Il est là, allez-y. Bonjour, alors moi je suis ici en première année de STAPS avec le groupe 11. Je fais du ski alpin. Et j'aurais voulu savoir quelles étaient les grandes difficultés rencontrées, ou pas d'ailleurs, lors de l'organisation pour les JO. Alors là, pour le coup, ça peut être long. Non, mais tu sais, face à ce genre de projet, des difficultés, il y en a tous les jours. Tous les jours, on est confronté à une réalité, c'est qu'en fait, on est dans une 60aine de territoires. Donc, c'est beaucoup d'acteurs avec qui on travaille, parce qu'à chaque fois, il y a des équipes d'une
d'une commune, il y a les équipes d'une fédération, il y a les équipes d'un sponsor, il y a les équipes du comité d'organisation. On a des enjeux qui sont très très divers et dès qu'on bouge un aspect, on se rend compte qu'en cascade, il y a des conséquences sur plein de sujets. Donc j'en parlais tout à l'heure avec la présidente de l'université. Le défi majeur aujourd'hui, c'est un défi de ressources humaines. En fait, la difficulté quand on organise les jeux, c'est qu'on a quand même peu de temps face à l'immensité de la tâche. Et donc, il faut réussir à recruter très rapidement beaucoup de monde. On parlait tout à l'heure de 150 000 emplois. C'est colossal. En quelques mois. Donc, on est face à ce défi du recrutement humain, à la fois au sein des équipes de Paris 2024, où voilà, il faut recruter rapidement, former les gens, les mettre dans l'équipe, qu'ils comprennent rapidement tout ce qu'ils ont à faire, avec qui ils vont devoir travailler. C'est un écosystème qui est très compliqué. Mais c'est le cas aussi des opérateurs de transport, la RATP sur Paris, tous ces opérateurs-là qui doivent aussi recruter du monde. C'est le cas de la sécurité, où on a un vrai défi dans un secteur qui est sous tension, avec un manque capacitaire, indépendamment des jeux. Il y a déjà un manque de personnes en sécurité privée dans notre pays. Et nous, on a besoin, pour les jeux, d'en rajouter à peu près 17 000 agents de sécurité privée. Et donc ce défi-là, c'est un vrai défi capacitaire. Donc voilà, je dirais que le principal défi aujourd'hui qui nous anime, c'est notre capacité à mobiliser très largement pour trouver suffisamment de personnes. Il y a plein de gens qui cherchent des emplois, mais il faut qu'ils candidatent, parce que nous, on a aussi cette transparence-là. Donc toutes nos offres d'emploi, et d'ailleurs j'en profite ici, il y a des offres d'emploi qui peuvent vous intéresser. On va recruter très largement, nous, d'ici Paris 2024, avec des compétences très très polyvalentes, très très générales. Il ne faut pas forcément être un spécialiste en matière d'organisation. Donc n'hésitez pas à vous connecter à notre site, parce que toutes les offres d'emploi sont publiées. Et il y a de belles opportunités et on cherche du monde. Merci, la jeune fille qui sera peut-être d'ailleurs la première championne olympique de ski alpin franc-comtoise. On a eu du nordique, mais on l'espère, pourquoi pas. Tous nos vœux de réussite. Milan, un peu après. Peut-être un peu après Milan, c'est dans 3 ans, c'est encore un peu tôt. Allez, juste après. Une autre question. Où est le micro? Il est là. Bonjour, monsieur Tony Estanguet. Alors j'avais une question. France Télévisions a sorti récemment un très bon reportage sur Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, champions olympiques à Tokyo, qui ont vécu une réelle dépression après les Jeux Olympiques. Donc 2 questions sous-jacentes. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce qu'il faudrait mettre en suivi psychologique et mental pour les athlètes après les Jeux Olympiques? Merci. C'est une très bonne question. Reportage de Stade 2 il y a 2 semaines de cela. Exact. Ouais, tout à fait. 2 athlètes que je connais bien et avec qui j'ai pu échanger à ce moment-là et plus récemment, parce qu'ils sont en train de bien remonter la pente et ça fait plaisir. Oui, tu as raison, je pense que la préparation mentale et le soutien, le suivi psychologique, il est clé, à la fois pour réussir d'ailleurs, hein, parce que moi en ce qui me concerne, je pense que ce qui m'a permis de passer la dernière étape pour atteindre le meilleur niveau et aller chercher l'or au jeu, ça a été le soutien et le travail psychologique, parce que mine de rien, c'est pas naturel de se retrouver au départ d'une finale olympique, et il y a quelques émotions, il y a quelques paramètres à gérer, et il y a des professionnels qui sont là pour vous apprendre justement quelles sont les bonnes pratiques et les bons conseils à mettre en place. Donc moi j'ai beaucoup appris grâce au travail sur la préparation mentale, parce que voilà, je trouve ça juste très intéressant et génial à bosser. Et j'encourage tous les sportifs à bosser cette pratique-là. Ça a été tabou, au moins moi quand j'ai commencé ma carrière, c'était un peu tabou. Ça l'est de moins en moins et c'est tant mieux, parce que je crois vraiment qu'il n'y a rien à cacher. La préparation mentale, c'est comme la préparation technique, c'est comme la préparation physique, c'est un tout, la performance. Et c'est une chance d'avoir des professionnels, des psychologues et des préparateurs mentaux qui bossent sur ces sujets-là et qui permettent aux sportifs d'être accompagnés. Et tu as raison, je pense qu'il y a des moments plus difficiles pour un athlète à gérer. Ça peut être en amont des grandes compétitions, ça peut être au retour des grandes compétitions.
Et clairement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur le fait qu'il y a un besoin d'accompagnement. Donc voilà, je pense que cet exemple-là a secoué un peu notre écosystème. Et je pense qu'il y aura des enseignements qui auront été tirés de cet épisode-là. Merci. Alors, il y a une petite main qui s'est levée devant. Il était toute timide. Alors, je suis allé vers lui. Quentin, vas-y, pose ta question. J'aimerais bien savoir comment faut faire pour que un nouveau sport soit ajouté aux 28 sports qui sont déjà au programme des JO. Alors, oui, vous pouvez l'applaudir. Hein. Il est collégien au collège C'est quoi ton Stendhal. sport? Natation. Natation, bon, t'as la chance, c'est déjà au programme. Comme je l'expliquais, en fait, quand un pays est choisi pour organiser les Jeux, le Comité international olympique demande à ce pays, est-ce que vous souhaitez, au-delà des 28 sports qu'on vous demande d'organiser, de rajouter un sport? Et pourquoi? Parce que derrière, encore une fois, il faut expliquer, parce que c'est eux qui décident à la fin. Mais c'est ça la méthode, c'est on propose au Comité international olympique des sports qui, selon nous, méritent d'être visibles et d'être rajoutés à la programmation sportive d'une édition olympique. C'est souvent des sports qui, dans le pays qu'on organise, ont une signification particulière et répondent encore une fois aux objectifs que s'est fixé le comité d'organisation. Et c'est pas définitif. Non. Ça peut entrer et repartir. Ça peut être une fois sur des Jeux et pas forcément Ça. pour la suite. En Italie, pour notre ami Skieux, c'est le ski alpinisme qui arrivera dans 3 ans. Allez, plus que 2 questions. C'est les 2 dernières, les 2 meilleures, sûrement. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Emma Locatelli, je suis dans le groupe 15. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des choix que vous avez faits, que vous regrettez, des conseils à nous donner pour justement éviter de refaire les mêmes erreurs, les mêmes chutes dont vous avez parlé tout à l'heure, ou au contraire des conseils à nous donner pour réussir comme vous l'avez fait, que ce soit au niveau des études, de votre parcours professionnel ou même de votre reconversion? Comment on devient Tony Estanguet? C'est ça. Sur la première partie de la question, moi j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de vous tromper, d'échouer. Moi, je ne regrette pas les échecs que j'ai vécus. J'en ai vécu plein et quelque part, ça m'a permis à chaque fois aussi d'être confronté à ça, de me poser les bonnes questions. Et voilà, n'ayez pas peur de vous tromper. Voilà. Et du coup, la deuxième partie de la question, les conseils, c'est allez-y, quoi. Foncez, soyez ambitieux. Moi, ce que je retiens, entre guillemets, de mon parcours jusqu'à présent, c'est que je me suis autorisé à rêver grand. Voilà. Quand j'étais jeune, je connaissais personne qui avait fait les Jeux Olympiques. Dans mon entourage proche, rien ne me prédestinait à devenir un sportif de haut niveau ou à me retrouver à ce poste-là. Et voilà, j'ai toujours nourri des ambitions assez grandes. Alors, il ne faut pas trop le dire parce que souvent ça dérange et c'est mal perçu. Mais déjà au fond de soi, je pense qu'il faut être très ambitieux parce que quand on vise haut, souvent ça nous permet d'aller très haut. Peut-être pas toujours aussi haut qu'on aimerait aller, mais je trouve qu'on ne perd pas grand-chose à viser et à voir les choses en grand. Je pense qu'on est quand même dans un pays assez incroyable qui peut nous permettre de faire des choses incroyables. Et ça... on a tendance peut-être de temps en temps dans les médias à voir le mauvais côté des choses. Je pense que votre avenir, il dépend de vous, il dépend de ce que vous allez en faire et il y a des choses incroyables à faire. Et ne vous limitez pas trop par tout ce qui est en train de se passer, par tout ce qui est... il y a de temps en temps un peu des spirales un peu négatives. Elles ont toujours existé. Et c'est souvent reparti justement d'une génération qui a eu envie de reprendre un peu des espoirs et des objectifs ambitieux. Donc si j'ai un conseil, c'est ne pas avoir peur d'être très ambitieux. Philippe Croison, qui était samedi à Besançon, a dit « Tout est possible ». C'est le nom de son livre, « Tout est possible ». On peut être champion olympique, champion du monde, juste si dans la tête on en a envie plus que les autres. Allez, plus que 2 questions, je suis désolé, on devra arrêter. Il y a une dizaine de mains levées. Bonjour, jeune homme. Bonjour, du coup, Gabin du groupe 1. Avec le développement du sport santé, du suivi médical sportif avec tous les sportifs,
est-ce que c'est un secteur de l'emploi qui va être florissant dans les années à venir? Nous, dans le groupe 1, on est en LAS, on fait des études à la fois de sport et de santé. Donc on voudrait savoir si en fait nos études vont vraiment nous pouvoir... est-ce qu'on va pouvoir être vraiment insérés, notamment grâce aux JO et après, notamment des kinés, des ostéopathes, au sein des équipes sportives et les suivre au plus près et aider à améliorer leurs résultats. Il a donné de sa personne en plus, ça va? Rien de grave? Non, ça va. Ouais, écoute, moi je ne peux que souscrire à cette voie-là parce que j'y crois. J'y crois vraiment. Le lien sport et santé, pour moi, il est précieux. Je pense que c'est l'impact majeur que peut apporter le sport à notre société et qu'on n'en a pas conscience encore. Et pourtant, on va être rattrapé, on l'est déjà un petit peu par cette réalité de la sédentarité. Et je pense que la pression, elle va continuer à monter avec le vieillissement de la population. Donc voilà, moi je suis persuadé qu'il y a des opportunités d'emploi très importantes dans ce secteur d'activité sport et santé. À nous de vous accompagner, de démontrer encore une fois que le sport est une solution pour répondre à ce défi sanitaire. C'est pour ça qu'on a pensé nos programmes-là, de faire bouger les lignes. Voilà, les médias relaient ça de plus en plus. Et je suis sûr qu'il y aura des besoins et des demandes de plus en plus importantes dans ce secteur-là. Allez, la toute dernière de la matinée, je suis désolé, elle est devant. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Amjad, je suis aussi comme le jeune homme là-bas en LAS 3, équipe de sport et santé. Et j'avais une question. Tout le monde se rappelle des incidents qu'il y a eu lors de la finale de la Ligue des Champions. Et est-ce que vous avez pensé à des situations pour éviter tout ça? Merci. Merci de ta question. On va finir sur la sécurité. Écoute, ça a été forcément d'abord un très mauvais moment. Je pense qu'autour de ces grands moments de sport, on n'a qu'une envie, c'est de se laisser emporter par la performance. Et là, la performance, elle a été complètement écrasée par cet incident-là. Et il faut l'assumer aussi, il faut accepter qu'à ce moment-là, le dispositif, il n'était pas au niveau. Et clairement, il y a des enseignements qui ont été tirés, il a manqué d'anticipation. Alors à la décharge quand même, c'est que ce match-là, il a été monté un peu en dernière minute, puisqu'il n'était pas prévu à cet endroit, il était prévu en Russie. Dû à la guerre, le match a été du coup délocalisé un peu au dernier moment et du coup organisé en France. Donc il a manqué d'anticipation, il a manqué de coordination. Il y a eu plusieurs incidents qui se sont cumulés sur cette journée-là avec des problèmes de transport, différents problèmes qui ont été identifiés depuis. Oui, c'était, pour nous, c'est un enseignement et donc on a bien décortiqué tout ce qui s'est passé. Et d'un autre côté, nous, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur la sécurité des Jeux. Ça fait 3 ans qu'on a identifié, sourcé, site par site de compétition, jour par jour de compétition, nos besoins, qu'on travaille sur un partage des responsabilités entre la sécurité privée à l'intérieur des sites de compétition gérés par le comité d'organisation, les forces de l'ordre public qui vont continuer à gérer la sécurité sur la voie publique. Donc il y a un vrai partage de responsabilités, un gros travail. On a bien conscience que si la sécurité n'est pas au rendez-vous, tout ça n'a aucun sens. Donc la sécurité, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout le reste, et ensuite on peut travailler. Et donc c'est pour ça qu'on y travaille depuis le début de cette aventure, et pour vous rassurer, toutes les décisions qui sont prises, y compris pour les cérémonies, parce que beaucoup se posaient la question, elles ont été prises après 1 an de travaux sur la sécurité, pour démontrer que c'était faisable, possible, et qu'il y avait la possibilité en France de garantir la sécurité des Jeux de Paris 2024.